Les partenariats publics-privés. Comment offrir de meilleures infrastructures pour les services publics? Gérer les conséquences budgétaires des PPP. Bonjour, je m'appelle Isabelle Rial. Je suis économiste principale à la division de la politique des dépenses publiques du Fonds monétaire international. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des risques budgétaires liés aux PPP. Les PPP permettent au gouvernement de fournir des biens et des services d'infrastructure depuis des siècles. Canaux, transports ferroviaires et maritimes, réseaux hydrauliques, réseaux électriques et routes ont été construits par des intérêts privés contre un droit de péage par les usagers ou des versements directs de l'État. Depuis peu, les PPP connaissent un regain de popularité dans le monde, lié à l'existence d'importants besoins d'infrastructures dans la plupart des économies. C'est la conséquence du manque d'investissement public du fait des restrictions budgétaires dans la plupart des pays dans le sillage de la crise financière mondiale. Mais, en dépit de cette popularité croissante auprès des gouvernements, les leçons du passé nous apprennent qu'il faut faire davantage attention aux finances publiques et les mettre à l'abri des éventuels surcoûts budgétaires et autres risques liés aux PPP. Dès lors, pourquoi recourir aux PPP? Les PPP peuvent séduire les gouvernements pour des raisons d'efficience, mais également parce que c'est un moyen d'investir dans de nouveaux projets sans augmentation immédiate du déficit public notifié ou de la dette. Mais cette conception repose largement sur un leurre, car en l'absence de gains d'efficience, les PPP et les projets financés par les ressources fiscales ont à long terme le même effet sur les finances publiques. Dans certains pays, le gouvernement décale le paiement dans le temps mais reste toujours redevable de la totalité des coûts engagés. Dans d'autres, il concède le droit de percevoir des redevances d'utilisation et perd donc ainsi les recettes qu'il aurait pu collecter si le projet avait fait l'objet d'un financement classique. Jamais un partenaire privé ne consentira délibérément à payer ou financer un projet PPP sans avoir la conviction que cette avance lui sera remboursée, avec en sus un retour sur investissement proportionnel au risque supporté. Ce leurre des PPP, ou ce malentendu, que l'on résume souvent à l'idée d'infrastructures gratuites, incite les gouvernements pressés de réduire un déficit ou une dette à court terme à recourir aux PPP, même si, au final, ils peuvent se révéler plus coûteux qu'un marché public. Les PPP semblent parfois beaucoup plus économiques, et même si ce n'est pas vrai, cela crée un biais en leur faveur. Plusieurs facteurs expliquent ce biais pro-PPP. Premièrement, le manque de capacité de contrôle des PPP dans l'administration publique, notamment au niveau du ministère des Finances ou des autorités budgétaires. Deuxièmement, le manque d'intégration des PPP dans le processus budgétaire, les cadres budgétaires à moyen terme et l'analyse de viabilité, ce qui signifie que les PPP sont le plus souvent des opérations extra-budgétaires. Et troisièmement, un manque de transparence des pratiques de présentation budgétaire et de quantification du risque fiscal. Le biais en faveur des PPP a conduit les gouvernements à assumer des engagements financiers qui se sont ensuite révélés intenables. Nous sommes donc préoccupés par les PPP, car les erreurs peuvent se révéler coûteuses, certains pays en ayant fait la dure expérience. L'Australie, le Canada, le Chili, la France et le Royaume-Uni, notamment, ont abondamment recouru aux PPP. Et même s'ils ont rencontré des difficultés, globalement, leur expérience des PPP paraît satisfaisante. Mais d'autres gouvernements n'ont pas eu cette chance. Leurs PPP ont eu des effets négatifs sur leurs finances publiques et leur stabilité macroéconomique. Le Portugal, par exemple, a massivement recouru aux PPP au début des années 2000, notamment pour développer son réseau routier. Le gouvernement s'est engagé à rembourser périodiquement son partenaire privé en plus de lui octroyer d'importantes garanties de revenus. L'essentiel de ces transactions étant extra-budgétaires, elles sortaient donc du cadre de la dette publique brute du pays, instillant au sein du gouvernement un faux sentiment de confiance quant à la viabilité financière du pays, alors que la situation budgétaire se détériorait fortement. La crise financière mondiale de 2008 a nettement tari la demande de services fournis par les PPP, déclenchant les garanties de revenus et obligeant le gouvernement à inscrire une part significative de leurs engagements liés au PPP dans la dette publique, avec d'importantes répercussions macroéconomiques.
Les PPP peuvent donc fausser l'appréciation des efforts nécessaires en faveur de la discipline budgétaire. Ils ont un effet contraignant sur la flexibilité budgétaire en engageant des fonds publics sur des contrats de long terme et permettent de sortir des dépenses du budget, créant des passifs réels ou éventuels pour le gouvernement. L'exemple du Portugal montre bien que s'ils ne sont pas correctement gérés, les risques budgétaires liés au PPP peuvent avoir d'importantes conséquences macroéconomiques. Comment faire pour que les gouvernements tirent tout le parti des PPP sans affaiblir les finances publiques ni compromettre la stabilité macroéconomique? Les gouvernements peuvent recourir à une stratégie en 4 axes pour faire en sorte que les avantages potentiels des PPP se concrétisent. Ils peuvent choisir des bons projets, mettre de solides institutions en place, avoir des lois et des réglementations adéquates et un bon système de comptabilité et de diffusion d'informations pour contrôler correctement les PPP. Le premier axe pour bien gérer les risques budgétaires liés au PPP consiste à choisir des bons projets. Pour cela, le gouvernement doit avoir de solides capacités de planification, d'évaluation et de sélection des projets d'investissement, PPP compris. Il doit avoir fixé une stratégie d'investissement pour sélectionner les projets d'investissement public en fonction des priorités nationales et d'une analyse des coûts et des avantages. Une fois un projet retenu, l'étape suivante consiste à décider si le fait de recourir à un PPP procure une efficience supérieure à un marché public. Les décisions de dépenses doivent être cohérentes avec les contraintes budgétaires afin de garantir la pérennité budgétaire et tenir compte des implications financières à long terme des projets d'investissement. Le deuxième axe de la stratégie repose sur des institutions budgétaires solides, capables de gérer des PPP. Il est vital que le ministère des Finances gère un processus de validation qui lui octroie un contrôle suffisant à chaque étape du processus d'un PPP. À tout moment, le ministère des Finances doit pouvoir mettre fin aux projets menaçant la stabilité budgétaire. Une cellule dédiée au PPP constituée de personnel spécialisé et compétent peut contribuer à la gestion de ce processus. Il peut aussi être intéressant pour les ministères des Finances de fixer des plafonds en termes de stock et de flux des PPP pour mieux contrôler les risques budgétaires encourus. Le troisième axe repose sur un cadre juridique ferme. Celui-ci doit définir clairement, équitablement et de manière prévisible les conditions juridiques régissant les opérations du secteur privé. Le cadre juridique doit aussi clarifier le rôle ou les responsabilités de toutes les parties prenantes d'une transaction PPP en ce qui concerne le secteur public et le secteur privé. Enfin et surtout, il faut une bonne préparation du budget de l'État avec une comptabilité et des informations solides pour les transactions PPP. L'objectif doit être de parvenir à une communication transparente et exhaustive sur tous les coûts budgétaires à venir et les risques liés au PPP. L'impact des PPP sur les futures dépenses publiques doit être pris en compte dans cette analyse de viabilité et les cadres budgétaires à moyen terme. Le recours à des crédits d'engagement dans le processus budgétaire, qui autorise les gouvernements à engager des ressources publiques pour l'avenir, peut également contribuer à attirer l'attention sur les coûts futurs des PPP, une pratique fréquente dans des pays comme l'Allemagne et dans une moindre mesure la Colombie. En conclusion, nous pouvons donc affirmer que, sous certaines conditions, les PPP peuvent être efficaces pour fournir des infrastructures, des biens et des services publics, mais qu'ils entraînent aussi des risques budgétaires. Ces risques n'ont rien d'illusoire, certains pays en ayant fait l'amère expérience. Cela dit, les gouvernements ont les moyens de contrôler les risques budgétaires liés au PPP pour obtenir des résultats positifs. Ils peuvent rechercher des bons projets et opter pour un PPP à condition qu'il soit efficient. Ils peuvent renforcer leur arsenal juridique et institutionnel et introduire des procédures transparentes en termes de comptabilité ou d'information afin de pouvoir les contrôler. Enfin, les risques de réputation sont importants. Un gouvernement optant pour un PPP doit être prêt à le gérer et le contrôler dans la durée. Mieux vaut démarrer modestement, acquérir de l'expertise et se forger une réputation tout en tirant les leçons du passé, un facteur clé pour une expérience réussie.